Bonjour, mon nom est Maher El-Kaldi, je suis externe à l'Université de Montréal. Je vous présente aujourd'hui un podcast qui porte sur l'incontinence urinaire. Ensemble, nous allons aborder les différents types d'incontinence urinaire et la conduite à tenir face à un patient souffrant d'une telle affection. Par définition, l'incontinence urinaire est caractérisée par la perte involontaire d'urine. Il est important de comprendre que l'incontinence urinaire n'est pas une maladie. Elle peut être un symptôme causé par des habitudes de vie, des maladies sous-jacentes ou des problèmes physiques. C'est une condition souvent sous-diagnostiquée qui présente surtout chez les personnes âgées et qui affecte les femmes plus que les hommes. Il existe deux catégories d'incontinence urinaire, soit l'incontinence urinaire extra-urétrale et urétrale. La première est définie comme toute perte d'urine par des canaux autres que l'urètre, comme des fistules. Ces communications entre un segment de l'appareil urinaire et le milieu extérieur ne contiennent pas de sphincter, et donc l'incontinence est continue et n'est associée à aucun effort physique ou une sensation de besoin d'uriner. Certaines malformations congénitales ou complications de chirurgie gynécologique peuvent causer ce type d'incontinence. La deuxième catégorie est l'incontinence urinaire urétrale. Celle-ci est plus fréquente que l'incontinence urinaire extra-urétrale et peut être subdivisée en plusieurs types, soit l'incontinence urinaire d'effort par défaut de support ou par déficience sphinctérienne intrinsèque, l'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale, l'incontinence urinaire mixte et l'incontinence urinaire par trop-plein. Abordons chaque type ensemble. Lorsqu'il y a perte d'urine associée à un effort physique, tel un toux, éternuement ou exercice physique, il s'agit d'incontinence urinaire d'effort. Lors de l'effort physique, il y a augmentation de la pression abdominale. Celle-ci est transférée à la vessie et par conséquent, il y a augmentation de la pression intravésicale au-dessus de la pression intra-urétrale, ce qui mène à une perte d'urine. Deux facteurs sont à l'origine de ce type d'incontinence, soit un manque de support urétral par faiblesse des structures musculaires, aponévrotiques et ligamentaires qui normalement soutiennent la base de la vessie et de l'urètre, et une perte de l'action du sphincter interne par manque de tonicité urétrale. Ensuite, caractérisé par une miction impérieuse, le deuxième type d'incontinence urinaire est celui par hyperactivité vésicale, condition dans laquelle les contractions vésicales ne sont pas inhibées, ce qui mène à une perte involontaire d'urine. Lorsque la cause sous-jacente de ce type d'incontinence est neurologique, on utilise le terme vessie neurogène hyperactive. Dans les autres cas, on dit qu'il s'agit de vessie hyperactive. La physiopathologie n'est pas très bien comprise encore, mais une des hypothèses propose une activité accrue des fibres afférents innervant la vessie. Par la suite, lorsqu'il y a présence d'incontinence urinaire d'effort ainsi que d'incontinence urinaire par hyperactivité vésicale, on parle d'incontinence urinaire mixte. Un quatrième type d'incontinence urinaire est celui par trop-plein. Cette condition est constatée chez des patients chez qui il y a altération de la sensation de besoin mictionnel, comme c'est le cas chez des patients diabétiques. Une proprioception vésicale perturbée peut mener à une distension chronique de la vessie, ce qui peut engendrer une dégénérescence des cellules musculaires et éventuellement une hypocontractilité ou une acontractilité vésicale. Ainsi, une augmentation de la pression intravésicale peut mener à une fuite d'urine involontaire. D'autres affections peuvent également mener à une incontinence urinaire par trop-plein. Par exemple, l'obstruction infravésicale chronique ou la cystite interstitielle peuvent mener à une fibrose vésicale et donc une compliance vésicale abaissée menant jusqu'à une acontractilité vésicale. Parfois, certaines formes d'incontinence urinaire ne sont pas causées par des anomalies vésicales ou sphinctériennes. C'est le cas de l'énurésie, l'incontinence urinaire fonctionnelle et l'incontinence urinaire post-mictionnelle qui méritent une brève description. D'abord, l'énurésie est une forme d'incontinence urinaire surtout pédiatrique et qui se caractérise par l'échappement d'urine durant le sommeil. Ensuite, l'incontinence urinaire fonctionnelle est une forme d'incontinence surtout gériatrique
et qui se caractérise par la perte d'urine dans des contextes de perte d'autonomie ou d'atteinte cognitive. Finalement, l'incontinence urinaire post-mictionnelle survient immédiatement après la miction ou peu de temps après. Chez l'homme, la cause est soit une stagnation d'urine dans l'urètre, ou plus rarement, la présence d'un diverticule urétral qui s'est rempli d'urine et qui se vide par la suite. Chez la femme, la cause est soit l'entrée d'urine dans le vagin durant la miction, qui par la suite se vide, ou la présence d'un diverticule urétral. Malgré que la problématique d'incontinence urinaire soit parfois difficile à aborder, le médecin doit s'assurer que le patient passe par des évaluations de base qui incluent une anamnèse détaillée, un examen physique ciblé, ainsi qu'une analyse d'urine. Dans certains cas, d'autres tests peuvent être nécessaires, comme la mesure du résidu d'urine post-mictionnel, une cystoscopie, une étude urodynamique, une culture ou une cytologie d'urine, ou un test d'effort où le patient est demandé de tousser pour observer s'il y a fuite d'urine. Lorsqu'on questionne le patient, il est important de chercher des éléments clés en lien avec la présentation clinique, notamment des facteurs déclenchants comme la toux, l'éternuement ou d'autres efforts physiques, des symptômes associés tels l'urgenturie, la sensation de vessie pleine ou une douleur. Dans le cas des femmes, des antécédents obstétricaux incluant un accouchement compliqué, une multiparité ou des chirurgies, des antécédents de chirurgie pelvienne ou de procédures urologiques, des antécédents de troubles neurologiques ou de trauma à la moelle, la prise de certains médicaments comme des cholinergiques ou des agonistes bêta, et finalement la distinction entre une fuite constante ou temporaire d'urine. D'ailleurs, il est essentiel de distinguer les causes d'incontinence urinaire temporaire et continue. Parmi les causes temporaires, on retrouve des substances comme l'alcool ou la caféine, des infections urinaires irritant la vessie ou même la constipation par pression de la matière fécale sur la vessie. Les causes continues sont plutôt liées à des affections chroniques comme le diabète, l'hypertrophie bénigne de la prostate et le cancer de la prostate, une obstruction le long du trajet urinaire telle une tumeur ou un trouble neurologique. D'ailleurs, un examen physique ciblé est important d'être effectué. Parmi les points essentiels à ne pas manquer, il faut noter 1. La présence d'obésité abdominale comme cause possible d'incontinence urinaire d'effort. 2. La présence de masse abdominale comme cause possible d'incontinence d'effort ou par trop-plein. 3. Toute anomalie neurologique. 4. La présence de prolapsus vaginal, cystocèle ou rectocèle. Et 5. Toute perte d'urine suite à un effort de toux. Le traitement d'incontinence urinaire varie selon le type d'incontinence, la sévérité et la cause sous-jacente. Parfois, une combinaison de traitements est nécessaire. Parmi ceux-ci, on retrouve, en premier lieu, des changements dans les habitudes de vie, comme la perte de poids, le contrôle de la quantité et le type de liquide consommé, le contrôle du transit intestinal, ainsi que des exercices de renforcement des muscles pelviens pour un meilleur support de la vessie et de l'urètre. Dans d'autres cas, certains médicaments peuvent être utilisés, par exemple, les anticholinergiques pour les vessies hyperactives, les alpha-bloqueurs pour les incontinences urinaires par trop-plein, ou encore les estrogènes topiques chez les femmes pour augmenter le tonus urétral et vaginal. Des thérapies interventionnelles comme l'injection de la toxine botuline de type A dans les cellules musculaires des vessies hyperactives, et enfin, différentes interventions chirurgicales existent comme traitement de dernier recours. Pour terminer ce podcast, il ne faut pas oublier que l'incontinence urinaire présente des répercussions difficiles sur le plan individuel. Elle peut être donc une problématique embarrassante pour le patient. Il faut toujours aborder ce sujet avec soin et respect. Merci pour votre écoute.